quoi de mieux qu'un plateau entièrement masculin pour parler de Pauvres créatures, un film extrêmement féministe, profondément même déroutant. Alors, je vais juste rappeler qu'on est dans Spoiler Alert. C'est l'émission non seulement qui meurt à la fin, comme le dit notre générique, que vous allez entendre dans quelques secondes, mais surtout l'émission qui spoil. Et je pense que c'est important de le rappeler pour ce genre de film. Allez voir ce film sans rien en savoir et revenez nous voir après, parce que franchement, ce serait dommage de nous entendre en parler. C'est vrai, je suis d'accord, je suis à deux doigts de couper l'émission aussi. J'ai envie de la revoir. C'est vraiment dommage. Et du coup, je veux les traditionnels catchphrases de début. Nono. Moi, j'avais Barbie Frankenstein, le monstre sous le lit du patriarcat. Waouh, c'est un petit peu long. On le mettra peut-être pas dans la miniature, mais c'est aussi long que le film. Floris. Je trouve que ta réflexion est marrante parce que la première de mes notes, c'était nous sommes vraiment la bonne équipe pour débattre. Donc au moins on en a conscience et c'est déjà pas mal. Ça résout pas le problème pour autant. Ma catchphrase est sous forme de question. Faut-il dominer son jardin ? Oh, c'est joli. Ok, monsieur le philosophe là. Moi, c'était pour terminer, c'est Emma Stone-Leglas du patriarcat. Spoiler alert, l'émission qui meurt à la fin. Ok, j'ai pas marqué grand chose sur mes notes parce que, et pourtant ça veut pas dire qu'il y a rien à dire, ça veut dire que hier soir il était très tard après vous la séance. sortez presque de projection, je l'ai vu un jour avant vous, mais vous sortez quasiment de projection. On s'est retrouvés sur le parking hier soir en se disant dans 8 heures. Exactement. C'est à peu près exactement ce qui s'est passé. Du coup, comment aborder un tel film, peut-être en résumant légèrement son intrigue, parce que c'est un petit peu compliqué. On n'a pas l'habitude de faire ça, mais quand même pour vous nous remettre dans le bain. Moi je suis preneur aussi toi qui es spécialiste de ça, du passif de son réalisateur que moi je ne connaissais pas du tout. Je n'avais rien vu de lui. Alors, je sais que tu aimes faire ça, mais je pense que ça peut peut-être remettre des éléments de contexte. Exactement. Alors, Yorgos Lanthimos, alors qui se prononce Yorgo Lanthimos à la place de Yorgos Lanthimos, c'est récemment, je crois que c'est au Golden Globes que Emma Stone a mis les points sur les. Si c'est pour hésiter à ce point-là, je préfère qu'on ne fasse pas. non, j'hésite pas. Alors, il faut savoir justement, c'est ce que j'allais dire, c'est un réalisateur que je connais que partiellement. Je connais sa filmographie, je l'ai pas vu en entier. J'ai vu The Lobster qui avait quand même fait beaucoup parler de lui à l'époque, film très spécial mais toujours alors que celui-là pas du tout vraiment. Alors voilà, celui-là on est à l'opposé. Film familial. Non, film voilà, en tout cas il a un univers très à mi-chemin entre le film d'auteur parfois un peu poseur, on l'a traité de poseur dans le sens ostentatoire dans sa réalisation, tout ça. Là aussi on va retrouver certains tics, mais parfois ils étaient au service de pas grand-chose. Là, dans Poor Things, le fond et la forme font corps. Je vais pas vous parler beaucoup du réalisateur parce que je le connais pas autant que j'aimerais le connaître. Mais en tout cas, il est connu pour avoir fait que des films qui sont, comme tu dis, ostentatoires, c'est-à-dire très spéciaux. Le cinéma en tant qu'œuvre où on peut se permettre un peu tout. Oui, en tout cas, c'est un réalisateur qui est difficilement canalisable. On va pas le prendre pour faire un blockbuster Marvel. C'est clairement un auteur qui sait ce qu'il veut raconter et comment il veut le faire. Ok, The Lobster et la mise à mort du cerf sacré, qui est le deuxième film qui est sorti juste après The Lobster. Ça a été deux films assez tièdement accueillis par la critique parce que à quoi bon, enfin c'était difficile de le cerner. Son premier film, Canine, c'est un genre dont les gens n'ont pas forcément l'habitude aussi. Exactement. Mais est-ce que vous définiriez un genre Déjà on va essayer de définir toutes les syllabes. Film non genré. Ah oui, pas mal, film non genré. Non, c'est là en tout cas pour ce film-là, on est sur une comédie quand même, mais un petit peu sombre. Moi j'aurais dit une comédie noire avec de l'humour noir, mais aussi, ça serait dommage de le réduire à son rang de comédie parce que c'est un film tellement riche. Donc voilà, cette femme qui est morte, qui se suicide, qui revient à la vie avec le cerveau de son enfant à naître. Déjà, on est dans un film très spécial avec des prothèses dégueulasses, très jolies mais assez repoussantes. Dégueulasses qui participent à la comédie parce que c'en est absurde finalement. Moi, le côté comédie a marché, je sais pas, mais en tout cas, moi, ça a beaucoup marché parce que j'ai tellement rigolé dans ce film. Ça permet de faire des vannes qu'on ne peut pas du tout faire autrement. Le fait d'aller loin là-dedans, ça permet d'aller sortir des répliques et des punchlines qui seraient complètement improbables. Et en cela, c'est déjà un film assez unique. Parce que c'est difficile d'avoir vu ces vannes dans un autre film. Marc Ruffalo, il m'a fait pleurer de rire à un moment. Je sais plus sur quelle vanne, sans doute une vanne de cul, mais j'en pleurais de rire dans le cinéma, j'en pouvais plus. Mais c'est vrai, on était peut-être les deux seuls à beaucoup rigoler parce que dans la salle, en fait, tu sais pas, c'est un peu un film mi-figue, mi-raisin dans le ton parce que c'est soit t'accroches, soit t'aimes pas, et là t'es parti pour une croisière de galère. Il y avait aussi beaucoup de couples où je suppose que la fille devait checker son mec du coin à chaque fois qu'Emma Stone était nue dans le film pour voir comment il réagissait, et du coup là aussi, c'est-à-dire pendant tout le film globalement. Pendant tout le film. Voilà, c'est vrai que c'est un film assez déroutant. Comment tu l'as accueilli ce film, Floris ?
Avec beaucoup de surprises parce que j'avais vraiment rien vu du tout, même à peine l'affiche pour une fois, enfin au moment de réserver, mais sinon je l'ai vu sur tes conseils, mais je n'avais rien vu ni de ce réalisateur, ni rien entendu d'éléments de promo, donc je découvrais totalement, je connaissais ni le sujet ni rien du tout. Très effectivement déroutant par déjà sa réalisation très ostentatoire comme tu le disais, et un usage pour le moins inhabituel, sinon abusif du fisheye, qui est quand même pas l'outil qu'on utilise le plus dans le cinéma, mais avec du travelling au fisheye, etc. Surtout au début, pour montrer cet espace, etc. Mais surtout une forme qui est vraiment très atypique, au-delà d'un sujet qui l'est évidemment. Un film assez long tout de même, 2h30, etc. Avec des temps forts, des temps faibles, et peut-être un raisonnement qui évolue. Vous l'avez vu hier, je l'ai vu un jour de plus, et j'ai l'impression que mon opinion a encore mûri à travers cette journée. C'est un film qui fait se poser des questions dont tu disais la forme est au service du fond. C'est peut-être mon point de critique sur ce film-là en sortie de ciné. C'est peut-être que la forme va un peu au-delà du fond, où finalement c'est certes un film très féministe. Je sais pas si vous vous souvenez de Candide de Voltaire, qui est dans des seuls bouquins que je me rappelle avoir lu. Dit, il faut cultiver votre jardin. Exactement de là d'où vient ma référence. C'est un des seuls bouquins dont je me souviens avoir lu parce qu'on m'a forcé à le lire à l'école, mais pour le coup c'est un peu cette adaptation-là appliquée au féminisme. Mais je sais pas si, en tout cas en sortie de film, je me disais que finalement c'était quand même... le fond est largement supérieur, la forme est largement supérieure au fond, parce que ça reste malgré tout assez convenu. C'est un film sur une femme qui va chercher son indépendance et qui montre qu'elle n'a pas besoin des hommes pour réussir, mais pour le coup on l'avait vu, comme le suggérait Arnaud dans sa catchphrase, avec Barbie un peu avant cette année. Donc, mais après c'est quand même un peu plus réussi que Barbie, je trouve, dans le propos. Le Barbie qu'on attendait en vrai. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi j'ai absolument adoré ce film, et je sais que je dis ça sur tous les films qu'on regarde dernièrement, mais quelle époque pour avoir une carte Gaumont, c'est trop bien. J'ai vraiment adoré ce film, il était intéressant, il était décalé, il pose plein de questions. Quelles questions plein de questions, mais je veux dire, dans le film, c'est elle qui pose plein de questions en fait. Oui, littéralement. Quel est le sens de la vie, quel est le sens de la liberté, qu'est-ce que c'est qu'être une femme au milieu de tout ça, mais sans vraiment jamais mettre la condition de la femme en premier plan. Enfin, je veux dire, c'est jamais acté verbalement que le film est un film féministe qui parle vraiment de la position de la femme dans le monde. Qu'est-ce que tu aurais aimé que ce soit acté, qu'elle dise bonjour, c'est un film féministe. Non, mais je veux dire c'est dans ce sens où c'est même pas acté quel est le sexe du bébé qu'elle avait dans le ventre. Oui, ça c'est vrai. Qui a eu le cerveau greffé. Il me semble qu'à un moment donné, il mentionne sa fille, mais d'autres, mais après, oui. Moi, je me suis fait la réflexion aussi. J'ai pas l'impression que ce soit très clair le cerveau de quoi il. Ouais, j'aurais bien aimé que justement ça reste flou aussi cette partie-là. Mais je suis pas certain. En tout cas, moi, je me suis fait la remarque que c'est pas formal, mais c'est plutôt à la fin du film qu'il parle de daughter, effectivement. Oui, voilà. Mais je me suis dit en fait, cet élément-là avait été élucidé. Ça n'était pas un mystère. Moi, je sais pas si le film est très subtil, malgré ce que tu dis. Alors, en effet, c'est pas un film qui va. En fait, Barbie est ostentatoirement féministe. Donc Barbie te dit, t'as même une voix off littéralement qui te fait le commentaire du film en live. Donc là, on est dans une histoire qui se trouve être féministe parce que elle est même plus que Barbie, je dirais, parce que c'est littéralement une femme qui découvre en fait. C'est l'histoire d'une femme qui grandit. Même qui reboot, littéralement. Oui, qui reboot. C'est ce que permet ce film, c'est l'exercice de style. Pour cela, a un côté génial, c'est que ça permet de reposer plein de questions, mais effectivement, les réponses qui y sont apportées, en fait, c'est là où je trouve qu'il y a une limite dans le fond, c'est qu'en fait, ce sont des questions qu'on s'est pour l'essentiel déjà posées et pour lesquelles on n'a pas forcément de réponse non plus. Mais ça pose un exercice très intéressant. Moi, je trouve surtout, alors je le dis peut-être ça parce que je suis un homme, mais sur le rôle des hommes, moi, la question que ça me fait le plus poser, c'est pourquoi tout le monde aime cette femme qui effectivement n'a rien à amener au monde à part sa candeur, sa naïveté et sa beauté. Et d'ailleurs, souvent dans la narration, les personnages portent un nom qui veut dire ce qu'ils sont. Oui, bien à mon sûr, avis, ce n'est pas un hasard qu'elle s'appelle Bella, puisqu'elle n'a pour elle que la beauté. Elle n'a rien à échanger. C'est un bébé, surtout au départ. Et c'est d'ailleurs presque malsain que des hommes y trouvent un attachement à elle. Bien sûr, mais en fait, tout le long, elle va retrouver plein de types d'hommes qu'on voit dans la société. Elle va parcourir le monde. Et à chaque fois, elle va être... C'est un film, pour le coup, au-delà des relations hommes-femmes, sur l'enfermement. Et c'est... on va multiplier, je trouve, les lieux. Elle va être enfermée dans le laboratoire de bien sûr, elle va être enfermée à l'hôtel. Elle va ensuite être enfermée sur un bateau, dans une chambre d'hôtel. Elle va même presque, je trouve, être enfermée par la littérature à un moment donné, où elle se retrouve à trouver une autre passion. Oui, c'est vrai. À se couper du monde par les livres. Le seul endroit où elle n'est pas vraiment enfermée, c'est dans le bordel, où généralement... moi, je trouve que le bordel est plutôt un enfermement. Pas vraiment, justement. C'est un huis clos, le bordel. Elle est devenue... disons sortir, s'il y a bien un endroit où elle est libre d'aller explorer Paris, c'est au bordel. Oui, je suis d'accord. Non, mais elle était libre à l'hôtel avant. En fait, elle est tout le temps libre.
libre, mais elle est aux prises d'hommes qui souhaitent son enfermement. Dans le bordel, je sais pas si c'est un si grand épanouissement que ça, parce qu'au final, il y a que l'argent, mais elle choisit de ne pas y rester au bordel. Oui, mais justement, la chance qu'elle a, et c'est pour ça que je suis d'accord avec Nono, c'est qu'elle peut choisir de ne pas y rester, et c'est la différence avec tout le reste. Avec les autres hommes, ça a été difficile de l'extirper de son père, enfin de God, là. Je trouve pas, moi, je trouve qu'elle est aux prises de plein d'hommes qui ont plein de caractéristiques, qui sont, ils cherchent à avoir une emprise sur elle. Oui. Pour le coup, le film, je trouve, s'épargne, à l'exception du dernier, le fait qu'on la retienne de manière violente. Pour le coup, à chaque homme, même Marc Ruffalo, ce Don Juan, il a des côtés malsains, possessifs, etc. Mais quelque part, c'est un personnage qui est quand même complexe au final. On a du mal à le détester complètement, c'est ça que je veux dire. Et il a ce côté où il reconnaît lui-même qu'il est en train de dépérir et que, alors il lui impute cette responsabilité-là en disant que c'est un monstre, etc. Mais au final, il n'est pas dupe de lui-même dans le film, je veux dire. Et à aucun moment, il ne l'empêche de sortir, parce que justement, c'est ce qui lui fait prendre conscience que ce qu'il vante pour lui, c'est-à-dire son côté, moi, Don Juan, ne t'attache pas à moi, il est en train de se le prendre dans la gueule. Donc pour le coup, je trouve pas qu'à l'exception du dernier, où là, il y a une violence, là, il y a une arme, etc., où il faut qu'elle fuit ce monde qui lui est devenu dangereux, pour le reste, je trouve qu'il n'y a pas que dans le bordel où elle est libre, elle peut être libre tout le temps. Disons qu'elle est libre de ses décisions à 100% à ce moment-là. Enfin, je dirais même... je suis pas entièrement d'accord avec ce que tu dis, même si je comprends ton point de vue. Par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est que ce personnage qui donc est né sans aucune... comment dire, elle a vieilli, elle est née vieille en fait, enfin elle est née mûre, je sais pas comment on dit, mature, pas dans sa tête mais en tout cas physiquement, ce qui fait que toutes les conventions sociales qu'on apprend de force, parce que voilà, naturellement on nous apprend des trucs, elle les a pas, et du coup elle fait ressortir les problèmes des dites conventions sociales autour d'elle, et ça j'ai trouvé que c'était le vrai tour de force du film. Alors ça doit être évidemment hérité du roman dont c'est adapté de Alastair Gray, qui est sorti en 92 si je dis pas de bêtises, qui lui-même, l'auteur, réputait ce film inadaptable jusqu'à ce qu'il rencontre physiquement Yorgos Lanthimos chez lui, et ils ont discuté ensuite. Alors il est mort récemment, mais c'est je crois. Comment ? Il y a 3-4 ans, 2019 je crois. Quelques mois avant le début du tournage, et c'est un film qui avait été annoncé autour de 2020. Pour des raisons évidentes, il a été repoussé, et c'est un film que Yorgos Lanthimos voulait faire dès 2009, donc c'est vraiment un projet qui lui tient à cœur depuis très 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 longtemps. Avec, alors il a fait La Favorite avec Emma Stone toujours. Emma Stone qui a dit « ça m'intéresse grave ce projet, je vais le produire ». Du coup, elle a mis sa casquette de productrice. Et donc, c'est un film, réalisé par un homme, écrit par un homme et tout, mais on a quand même Emma Stone derrière, et je pense qu'elle est assez garante du projet, du produit final. Et bref, tout ça pour dire que moi, je trouve que c'est assez formidable de voir tous ces hommes... incroyablement charismatique au début, mais même son père. Oui, mais c'est en ça que je trouve que c'est assez détruit. Je veux dire, c'est pas le premier film. Alors peut-être qu'il était avant, mais je veux dire, bien sûr qu'on s'en fout, mais on s'en fout. Oui et non quand même, parce que si tu amènes un propos et une réflexion qu'on n'avait pas eu avant, pour moi, ça a une valeur supérieure d'une réflexion qui est la réflexion du temps. Mais je pense que c'est difficile d'avoir une réflexion différente à chaque film. Et puis même, j'en ai pas vu beaucoup qui m'ont fait... réfléchir de manière différente. Enfin, tu sais, il y a les sujets où ils se répètent depuis la nuit des temps, c'est pas nouveau. Pour le coup, ce sujet du rôle des hommes, en fait, il est, par rapport au rôle des hommes, justement, assez peu amène à donner une explication de quel serait le rôle des hommes dans la société, d'où ma catchphrase de fin, qui est, je trouve, ce qui fait peut-être le plus débat, en tout cas qui amène à réfléchir dans ce film, c'est la fin de Candide, c'est il faut cultiver son jardin, et c'est une invitation à quelque part ne pas trop philosopher sur la vie, mais à se contenter de petits bonheurs simples et de ce qui est concret dans ton environnement et qui te permet de tout simplement d'être heureux sans avoir à réfléchir au sens de la vie, etc. Et là, j'ai l'impression que finalement, à mon avis, ce n'est pas un hasard que ça se termine dans un jardin. Des rares scènes d'extérieur de ce film, etc. Et dans ce jardin, elle est dominatrice. Elle a cessé d'explorer les hommes et elle en vient finalement à en faire un peu ce qu'elle souhaite. Elle a créé son petit monde à elle. Elle a créé son petit monde à elle. Mais c'était matriarcal en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, je ne sais pas si c'est la réflexion que j'avais envie d'avoir. Elle est intéressante. C'est une inversion des rapports de force. Mais on aura vu un film où finalement, aucun homme ne servait réellement à quelque chose. Mais si. En tout cas, son mari à la fin, pas son mari de l'ancienne elle, le mari avec lequel elle reste, c'est l'homme tel qu'il devrait se comporter, je dirais. Il l'a laissé partir. C'était difficile. Il l'a laissé partir quand même. Et quand il lui a demandé
quand elle lui a demandé pardon, est-ce que ça t'embête que j'ai été prostituée, tout ça, il dit non, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Mais pour le coup, c'est une scène de fin de film presque. C'est une scène de fin de film. La scène sur le chemin, etc. Moi, j'ai cru que ça allait se terminer là, qu'effectivement, il avait gagné ça. Je trouve que le film va plus loin que ça. Et à la fin, je le trouve pas vraiment dans une réelle position de mari. Je sais pas. Vous avez compris qu'elle se mariait à lui et elle retrouvait un rôle social conventionnel. Je suis pas certain. Moi, j'ai l'impression qu'elle se dit finalement, ils vivent ensemble. Il vit là, mais j'ai l'impression surtout qu'il lui apporte. Pour moi, ça m'a donné vraiment l'impression d'un monde de fin dans lequel elle était en position dominante. Elle qui à la base n'avait rien et elle a réussi finalement. C'était un peu elle le monstre au départ, à tous les transformer en monstres à leur échelle parce que en fait tous les hommes et tous les gens qui se dressent sur son passage cherchent à la contrôler. Et encore une fois, je reviens au pourquoi. Moi, la question que ça fait poser sur les hommes, c'est en fait, le fait de l'avoir reset comme tu dis, ça enlève tous ces arguments très hypocrites qu'on va avoir nous les hommes pour tomber amoureux. On dit tout le temps qu'on est amoureux d'une femme parce qu'elle est drôle, parce qu'on va trouver des arguments presque socio-intellectuels pour justifier notre amour. Là, pour le coup, ça permet très clairement de mettre en lumière que les hommes tombent amoureux uniquement parce qu'elle est jolie et uniquement parce qu'ils ont envie de coucher avec pour des raisons plus ou moins avouées et avouables. Mais du coup, ça traite de plein de sujets qui sont assez inavouables dans ce film finalement, et c'est ce que ça permet peut-être d'un peu nouveau, même si encore une fois, je trouve le propos de fin est assez convenu, les hommes sont méchants et les femmes doivent se débrouiller par elles-mêmes. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du propos, mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la mise en scène aussi, parce que tu en as parlé des ultra fisheye, c'est vraiment des ultra grands angles comme on en a rarement vu au cinéma. Ça sert l'enfermement, je trouve. Oui, exactement. On en voit beaucoup au début où le film est en noir et blanc, ce qui, je pense aussi, dénote le côté enfermement où elle est enfermée à la fois dans sa tête et dans le manoir aussi, parce que c'est à partir du moment où elle se libère du manoir, et ça corrèle aussi avec sa première relation sexuelle, je crois, le passage en couleur. À la couleur. Alors il y a ça, il y a peut aussi... correspondre au passage à l'adulte. Je sais pas si c'est lié à la relation sexuelle. Moi, je l'ai plutôt dit à sa première prise de décision libre, on va dire. La première fois qu'elle a la liberté de faire quelque chose et que son papa l'écoute. Moi, j'aurais dit que la mise en scène, elle s'adapte à la manière dont Bella voit le monde, en fait, parce que ce noir et blanc, c'est un peu... En fait, c'est un peu comme un bébé je crois qu'ils voient pas toutes les couleurs, les bébés, au début. Et ils ont une vision un peu déformée parce que leurs yeux sont plus rapprochés. Et pour moi, ils ont essayé de faire pareil avec... parce que c'est pour ça qu'à la fin, on a un scope quasi normal quand elle est en phase avec elle-même. La réalité est plus déformée, elle est telle qu'elle est. Et en fait, elle a vu la lumière, littéralement. Même le jardin à la fin n'a plus ce style un peu décalé qu'on a. Ça pourrait être le jardin derrière chez nous, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et c'est pour ça que je trouve que cette société complètement folle, elle est montrée telle qu'elle l'aperçoit dès le début, et ensuite ça évolue. Et j'ai beaucoup aimé ça. Je pense que je suis assez d'accord avec ça, et je le ramènerai à peut-être un potentiel turning point du film, tournant que le film ne prend pas réellement, mais qui est pour moi que c'est beaucoup un film dont on a beaucoup parlé des scènes de sexe. C'est un des rares films où je me suis dit pendant la projection que c'était par moments gênant, qu'il y en avait presque trop. Que dire pas assez. Non, mais en tout cas, ça devient un sujet dans ce film. C'est pas une scène de sexe comme ça. C'est un film où il y a beaucoup de scènes de sexe, au point de se demander si c'est nécessaire ou pas pour le propos. Et je pense que c'est nécessaire pour un point, c'est qu'en fait, on est presque gêné par ça, ou en tout cas, ça provoque quelque chose d'assez particulier dans une salle. Nous, la salle était immense, on n'était pas très nombreux, etc. Et forcément, c'est inhabituel de voir autant de scènes de sexe dans un film. Mais sans que ce soit porno. C'est sans pas, que ce soit porno, oui, il y a du sexe, mais c'est traité comme tous les autres sujets de la vie. C'est traité comme un non-sujet, et ça devient de fait un sujet pour nous, parce que c'est gênant. Complètement. Et que les gens ne le disent pas vraiment dans le film, parce que voilà. Et surtout, il y a un turning point qui est cet enfermement de classe sociale, où elle va être emmenée par un des personnages qui est peut-être le personnage le plus sachant du film qu'elle rencontre sur le plateau. Le cynique, et qui lui-même cherche pas forcément à l'ouvrir sur le monde. On pourrait croire qu'il va être philosophe et qu'il va l'ouvrir sur le monde, et lui-même cherche de nouveau à l'enfermer en la choquant. C'est ce qu'il lui avoue à demi-mot à la fin, enfin voire plus qu'à demi-mot, parce qu'il lui dit clairement j'ai cherché à te choquer, et il se discrédite lui-même d'avoir été quelqu'un de bienveillant à son égard. Et il l'emmène dans un château, dans un restaurant, c'est pas trop exactement ce lieu, et pour le coup là le moment où elle voit le monde, ou en tout cas la réalisation nous montre un monde qui fait le plus peur, on pourrait croire que finalement c'est le bordel qui est dans notre imaginaire collectif à Paris, et représente la misère sociale et dégueulasse. Elle ne le vit pas comme ça a priori, elle le vit pas comme quelque chose d'horrible, elle le vit comme vous disiez comme un choix, et du coup je trouve que c'est montré de manière assez ça reste encore un conte en fait mais c'est un conte, c'est une fable. Mais le moment où c'est le plus horrible pour moi, c'est le moment où elle se rend compte qu'il y a de la pauvreté, qu'il y a de la misère. Que le monde est fait de contrastes.
Et peut-être ce que ce film fait prendre conscience un peu, c'est que finalement on s'offusque parfois beaucoup plus de scènes de sexe ou de choses qui relèvent de la vie intime et de la liberté des femmes de disposer de leur corps, comme lui dit son mari à la fin. Alors que ce qui est choquant dans ce film, c'est et qui est très bien mis en image, c'est cet escalier et cet ascenseur social, mais c'est un escalier social. Il n'y a même aucun moyen de remonter. Par contre, tu peux tomber, il est vertigineux. Mais tu peux pas remonter, quoi. Il est vertigineux et aussi son impossibilité par sa naïveté à résoudre le problème simplement, parce qu'elle se dit bah tiens, finalement je donne l'argent. Marc Ruffalo a gagné en plus par chance énormément d'argent, donc dans sa tête elle se dit qu'elle peut résoudre le problème, et on voit bien, on nous le dira jamais vraiment, mais que cet argent a quand même peu de chances d'attirer là-bas. Donc ça montre aussi que quelque part la naïveté ne suffira pas à résoudre les problèmes du monde. Donc le propos est infiniment complexe. J'ai aussi moi une autre interrogation sur la fin, où je trouve qu'elle s'est libérée de tous les liens des hommes qui souhaiteraient l'enfermer et l'emprisonner dans un monde. Pour le coup, il y a un lien duquel elle ne s'est pas libérée, qui est le même lien que son papa d'adoption ne s'est pas libéré, qui est le lien de la filiation, où on voit bien que sous ses airs de méchant, le père est un gentil. En tout cas, il a, malgré ses expérimentations douteuses, en tout cas, on a l'impression qu'il les mène pour justifier sa propre existence. En fait, il part du postulat qu'il ne veut pas en vouloir à son père, qui était un monstre avec lui. Et il le dit à la fin. Il cherche à trouver du sens pour ne pas en vouloir à son père, et donc de fait il reproduit ce que fait son père en se disant plus je reproduis ce que fait mon père, plus je comprends ce qu'il fait. Pourquoi il a fait ça, et donc plus je peux lui pardonner. Donc son parcours de rédemption, en tout cas d'accorder la rédemption à son père, c'est de faire pareil. Et elle, quelque part, au moment où elle revient de son parcours initiatique, ou peut-être pas tout à fait à la fin, mais en tout cas à un moment donné elle accepte, quand elle revient au domicile initial, elle est sur son lit de mort en train de l'accepter en lui disant pas je te reconnais comme mon père, mais j'accepte d'être médecin, quelque part, comme si c'était la demande. Et je trouve qu'elle et c'est là où il y a la complexité de ce film, et j'ai du mal à cerner ce qu'on veut nous dire à la fin. En fait, elle s'est pas libérée dans des principaux liens qui fait du mal aux gens dans la société aujourd'hui. Et le plus difficile, en tout cas, c'est celui de la filiation et de ce que la société attend de toi, mais surtout ce que ta famille attend de toi. Et est-ce qu'elle voulait vraiment être médecin en tout cas, est-ce qu'elle veut vraiment dominer les gens, elle qui était si gentille? Est-ce qu'elle veut vraiment à la fin mais on voit que de toute petite, elle s'amusait à taper, à zigouiller. Je pense vraiment qu'elle veut devenir médecin, parce que même justement dans ce passage à Paris où elle sort du bordel, elle est avec son amie qui est étudiante et sociologue là. Elle va justement à des cours de médecine parce qu'elle dit que c'est comme ça. Enfin, ça lui redonne un petit coup de la maison. C'est un peu sa zone de confort. C'est un peu ça justement. Que ce soit mis en scène et montré de manière à ce que ce soit naturel pour elle, d'accord. Mais je trouve que c'est quand même un hasard un peu trop heureux dans une histoire que toute la filiation veuille être médecin, alors qu'on sait, en tout cas dans les sujets philosophico-sociétaux, que ces liens de la famille et notamment puisque ce film traite aussi rapidement, mais quand même très bien de la séparation des classes sociales et de l'impossibilité pour l'une de rejoindre l'autre. On sait très bien que cette filiation-là et cette idée de la filiation, je suis de famille avocat, je suis de famille de médecin, je dois donc être à ce standing-là, je ne peux pas faire ce que je veux. Et à l'inverse, si je suis de famille ouvrière, je ne peux pas me hisser, etc. Finalement, on la retrouve dans ce film qui résout certains problèmes, mais en tout cas pas tous. Moi, je pense que c'est un film qui, au-delà de, en plus, critiquer le patriarcat, en fait, et je pense que ça serait dommage de le réduire à ça. En fait, en parlant, je repense à un film que j'ai vu il y a 2 ans, je crois, c'est Men de Alex Garland, si je dis pas de bêtises, un film d'horreur. Le titre, c'est Les Hommes, littéralement. Et j'avais aimé, en même temps, j'avais pas trop aimé parce que c'était beaucoup trop caricatural. Enfin, c'était tous les hommes sont pourris, tous les hommes. Alors évidemment, quand on est un homme, on est très perturbé par ça, mais il y avait pas une once d'espoir dans ce film. Et le propos, c'était le patriarcat, les hommes, la société crée des hommes qui eux-mêmes recréent des hommes, et à l'infini, qui sont tout le temps avec les mêmes défauts, si ce n'est pire. C'est un peu ce que représente le père de Bella dans Poor Things, mais en fait, je pense que le film nous montre que c'est pas un problème de genre. C'est un problème sociétal, même capitaliste, parce que c'est ce qu'on voit avec la tenancière du bordel qui dit si on a des... Oui, la liberté, c'est l'argent. Voilà, c'est comment on fait, quoi. Elle lui montre littéralement devant ses yeux les conséquences de certains de ses actes. C'est en ça où, en fait, j'en ai peut-être été déçu parce que vous connaissez mon côté fleur bleue, mais que en fait, ce film n'apporte pas de solution. Quelque part, sa libération à elle, son parcours initiatique abolit à la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire une société qui est portée par la domination plutôt des femmes que des hommes, mais en tout cas, ce ne sont de nouveau
pas réellement des rapports équilibrés, même si on pourrait dire qu'ils l'ont bien mérité. Elle n'offre pas l'absolution à ces gens qui lui ont fait du mal. Elle a dans son jardin quelqu'un qui lui a fait du mal, etc. Oui. Et par rapport aux classes sociales, par rapport à tous ces problèmes qui sont évoqués, l'argent, la liberté, en fait, il y a peu de solutions, beaucoup de problèmes très évidents qui sont soulevés, qui sont très bien mis en image et par le propos, effectivement, ce reset que tu mentionnais permet d'illustrer tout ça magnifiquement, de se reposer les questions sans y apporter de réponse. Et je pense que la volonté n'est pas d'en apporter, puisque le film s'appelle Pauvres créatures. C'est un film qui est profondément... et pour moi, c'est les êtres humains, les pauvres créatures. Oui, c'est les hommes. Ou les hommes aussi. Mais c'est les êtres humains, mais c'est pour ça que je dis que c'est un film pessimiste sur l'espèce humaine, sur les hommes, parce que trouve un homme qui a un réel intérêt dans ce film, en tout cas qui n'est pas des défauts qui sont compliqués à accepter. Et effectivement, ça nous fait peut-être réfléchir. Moi, je trouve qu'il y a pourquoi on aime les femmes, etc. Tout ça. Enfin, tu vois, il y a ces personnages qui sont là quand même. Mais c'est un film qui est un peu démoralisant quand même. Ah oui, non, mais son totalement. Titre ne le cache pas pour le coup. Oui, c'est un film qui est assez sombre. Après, je trouve que c'est un film dans lequel la fin nous laisse entrevoir une société où c'est possible. Alors peut-être à travers le socialisme, je pense qu'il y a quand même un film assez pro-socialiste à l'intérieur. Parce qu'elle, la fin, elle vous fait envie. Moi, c'est vraiment cette fin-là me fait prendre conscience qu'on risque de reproduire quelque chose qui soit peut-être bien mérité pour les hommes, mais dans un déséquilibre inverse. Après, pas vraiment. Je la trouve pas vraiment très déséquilibrée cette scène. C'est déséquilibré d'avoir un homme dans ton jardin. Qui mange qui est devenu ton esclave. Oui, mais en fait, il valait pas mieux qu'un animal. Enfin, c'est un peu ça. D'accord, mais alors, est-ce que le socialisme dit ça exactement? Le socialisme dit ça. Oui. Mais j'ai relu Le Socialisme il y a pas si longtemps et il parle de ça exactement. Non, c'est un film assez fascinant. Enfin, on va aussi en parler pour terminer parce que ça fait un petit moment qu'on tourne déjà de ce qu'on appelle le production design, de même toute la direction artistique, les décors, tout ça. C'est vraiment, je pense, ça passe ou ça casse. C'est très bizarre. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Nono? Moi, j'ai adoré et je pense, comme tu le dis, c'est quelque chose qui est tellement ça passe ou ça casse que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup qui osent faire ce genre de choses. Je crois pas que j'avais déjà vu ça ailleurs. Ça donne un petit côté tableau de Salvador Dali un peu. Oui, j'ai absolument adoré ça. C'est surréaliste et franchement, j'ai adoré ce genre-là. C'est vrai que là où je suis d'accord, c'est qu'il y a peu de producteurs qui prendraient le risque de sortir un film avec un tel casting et un tel production design. C'est rare de voir un film de studio qui fait studio, parce qu'on a tous les Marvel, etc. sont des films de studio, mais celui-là fait vraiment tourner en studio avec une manière, et puis une époque qu'on a du mal à connaître parce qu'en fait on voit bien que c'est dans l'ancien temps, mais en même temps il n'y a rien de très réel, c'est un peu l'époque victorienne, mais c'est vraiment particulier. Moi j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que ça sert le propos. Encore une fois, je pense que si ce film était tourné de manière réaliste, je n'y aurais pas cru à cette histoire. Ça sert la suspension d'incrédulité. Le fait que rien ne soit réel fait que ça passe, qu'on y croit à cette personne, cette Emma Stone qui est à moitié désarticulée, etc. Au passage, une extraordinaire scène de danse, je trouve, dans ce film. Ça me fait penser aux belles heures de mercredi. J'ai pas vu mercredi, mais il y a un côté danse contemporaine, etc. Et on sent qu'Emma Stone, elle donne tout ce qu'elle a. Et je me posais la question, si toi, qui es le spécialiste de ça, tu en avais fait une lecture cinématographique, est-ce que il y a une grille de lecture qui pas sur la scène de danse, mais pas sur la scène de danse, mais son jeu d'actrice, évidemment que à mesure qu'elle prend possession de sa féminité, de son corps, elle va être plus à l'aise dans sa manière de se déplacer. Moi, je trouve que c'est une des grandes réussites de ce film, c'est sa manière de jouer. Mais peut-être que c'est pas ta question, Florian. Ma question était plus précise, où parfois on a une lecture où tu le disais toi-même, et je me permets de te citer, que tous les grands films parlent de cinéma au fond. Est-ce que de ton point de vue, celui-là parle de cinéma au sens où Emma Stone serait aussi une actrice aux mains d'un réalisateur? Parce que dans les faits, c'est le cas. Et je me suis posé la question sans arriver à une conclusion que c'était le propos qui était défendu. En plus qu'elle est coproductrice. C'est peut-être une lecture cynique, mais je vois surtout Emma Stone qui donne tout pour avoir un Oscar. C'est vraiment ça. C'est là, si on veut parler de cinéma, le plus basique, c'est que là, aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, il y a les nominations aux Oscars qui vont tomber, et ça m'étonnerait de ne pas voir Emma Stone dans le rôle de Bella. En tout cas, il me semble impossible de dire que ce n'est pas une performance, parce que pour le coup, c'est incroyablement atypique et effectivement, et on passe par toutes les émotions. Elle est d'une froideur clinique héritée de son père et de son enfance, qui est formidablement contrastée avec la personne qu'elle est en train de devenir. Je trouve. Est-ce que vous passez réellement par toutes les émotions? Moi, je sais pas. J'ai l'impression que quelques émotions m'ont peut-être manqué. Encore une fois, il y a pas de côté gnangnan dans ce film, pour le coup. Donc ces émotions-là, elles vont peut-être manquer. C'est pour ça que ce film est difficile à voir, d'autant plus en famille. Mais il est pas. Enfin, voilà, il est exigeant, ce film-là. La musique est globalement assez désagréable tout le long. Elle est impressionnante. Moi, je trouve qu'à la fin, même à la laisse beaucoup. Moi, tu vois, on l'oublie. Je suis pas passé par toutes les émotions. Moi, j'ai eu mes petits frissons de larmes qui montent, mais je saurais pas te dire pourquoi. Mais sur la toute fin, parce que je trouve que le morceau est sublime. Avec ses cordes frottées qui montent, très aiguës, pour nous montrer qu'elle est...
ça y est, elle est au sommet. J'ai trouvé que c'était très touchant de voir cette fin-là, mais on a quand même beaucoup d'humour. On en a parlé, ça passe ou ça casse, mais on a beaucoup d'humour, beaucoup de noirceur, beaucoup de tristesse pure, parce que quand elle chiale, quand elle voit cette pauvreté, elle a tout donné, là, Emma Stone, encore une fois. Moi, je l'ai trouvée brillante. Moi, j'ai trouvé très bien aussi. Je trouve c'est un film. Son Oscar. Elle va avoir. Ok, d'accord. On fera des pronostics d'ailleurs, mais oui, je pense que Poor Things peut faire. Alors, je vais même vous le dire. Je pense qu'il peut faire la différence. On parle beaucoup de Barbie, Oppenheimer. Ils vont sûrement être nommés. Peut-être que Poor Things, Pauvre créature, ça sera le film qui va remporter l'Oscar cette année. Peut-être. Franchement, c'est pas impossible. Ça serait une. En tout cas, il a l'énorme mérite de l'originalité et de la rareté, pas dans le propos. Encore une fois, c'est très convenu de faire un film sur ces sujets-là en 2024. C'est très bien fait. Ouais, c'est super bien fait. Et je pense qu'on peut terminer là-dessus. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire à ce sujet ? Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Et moi, je pense qu'on n'a pas encore le recul nécessaire pour en parler aussi longuement qu'on aimerait, mais je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Peut-être que Nono, tu peux me donner ta note sur 5. Moi, c'est 5 sur 5. J'ai adoré ce film. Floris. Moi, 4,5. J'ai quand même beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a des petits points qui me font poser des questions, etc. Mais je pense que c'est le but du film et il est rare, donc 4,5. Et justement, je me suis demandé hier soir, j'étais, pour tout vous dire, sur les toilettes en train de noter, faire mes petites notes et faire mes notes sur Letterboxd. Et je me disais, mais est-ce qu'en ce moment, je suis de si bonne humeur que je mets des super notes à tous les films que je vois, ou est-ce qu'on choisit des films qu'on réchote bien pour l'émission? Je me suis posé la question aussi. C'est difficile. C'est vrai qu'on n'est pas allé voir Maison de retraite 2 avec Kev Adams, par exemple. Mais c'est un 5 sur 5 pour moi également. J'ai trouvé que c'était l'harmonie entre le fond et la forme était parfait en faisant un film intemporel. C'est formidable. Il y a Opération Portugal 2, je crois, qui va sortir. C'est l'heure de finir cette émission. Merci. C'est l'heure de terminer cette émission. C'est du mépris de classe, je trouve. Et c'est sur cette accusation qu'on termine cet épisode de Spoiler Alert. C'était très très cool. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo et à nous suivre si vous nous écoutez en podcast ou si vous nous regardez. Ça nous fait extrêmement plaisir. C'est comme ça qu'on survit grâce à vous. À très très bientôt, les amis. C'est un peu fort, non, quand même? Je survis grâce à vous. Je survis culturellement, en tout cas. Au revoir. Ciao, ciao à tous. Ciao.